Donc, l'épisode 3 de la saison 1 est situé dans un futur proche. Tous les individus, ou presque, sont équipés d'un implant, la puce, située à l'arrière de l'oreille droite. La puce permet d'enregistrer les images via l'œil à la façon d'une caméra, ainsi que le son. Chaque personne dispose d'une petite molette, d'une télécommande, comme vous le voyez là, sur les images, qui lui permet de visualiser à l'envie les images enregistrées en les envoyant soit sur un écran externe, soit, et c'est la particularité, soit en les projetant sur la cornée de l'œil dans une version plus intimiste du visionnage. Donc là, c'est l'image que vous avez en haut à droite. Hein, voilà, la cornée est blanchie. Donc c'est l'homme augmenté. La publicité pour les implants évoque une mémoire à spectre continu, avec toute votre histoire enregistrée sur disque dur et en prime, une vue à la première personne, donc un peu à la façon des jeux vidéo. Hein. Vous savez qu'il y a cette distinction dans les jeux vidéo, à la première personne ou pas. L'implant promet de venir enfin boucher le trou de mémoire, mais s'agit-il vraiment de la mémoire ? Peut-être d'une mémoire numérique, mais est-elle équivalente à la mémoire humaine ? Alors ça, c'est un problème, là, ne serait-ce que terminologique, d'appeler mémoire aussi bien ce qui concerne le numérique que l'humain, alors que les caractéristiques et les propriétés sont tout à fait différentes. Alors c'est tout l'intérêt de cette série et des nouvelles technologies que de révéler ce qui constitue la spécificité humaine. Un miroir noir devant lequel le sujet ne jubile pas, mais révèle plutôt ses fêlures. C'est là aussi l'intention de Charlie Brooker, d'ailleurs, quand il nous explique que le problème, ce n'est pas la nouvelle technologie, mais l'être humain. Ça, il le dit très explicitement dans une interview. Donc, explorons un petit peu l'usage que l'être humain peut faire de cette mémoire numérique. Alors, le synopsis un petit peu de la série. Donc, Liam Foxwell travaille dans un grand cabinet d'avocats. L'épisode s'ouvre sur son entretien d'évaluation, à l'issue duquel il peut être licencié. À la sortie, il est convaincu qu'il va se faire virer. Il repasse en boucle, grâce à l'implant, des morceaux choisis de son entretien, en recherchant dans les paroles énoncées par les membres des RH ce qui peut venir étayer sa conviction. Lorsque Liam rejoint son épouse, un petit peu plus tard, Fiona, donc, à un dîner entre amis, l'un d'eux lui propose de visualiser son entretien. Liam est mal à l'aise, il décline. Autre chose le préoccupe. Il perçoit un changement d'attitude chez sa femme, surtout vis-à-vis de Jonas, présenté alors comme un vieux copain. Le dîner est animé. L'une des convives n'a plus sa puce. Tout le monde s'exclame autour de la table et l'interroge comme une bête curieuse. Alors c'est comme quand aujourd'hui quelqu'un vous explique qu'il n'a pas de téléphone portable. On regarde de façon très bizarre. Elle a décidé de vivre sans, suite au vol de son implant par un commanditaire chinois qui peut ainsi regarder toutes ses vidéos à l'envie. Jonas, quant à lui, donc c'est le brun ténébreux, là, en bas à gauche, évoque les difficultés de l'amour et fanfaronne sur ses anciennes conquêtes. Quel plaisir de rechercher dans l'implant ses meilleurs coups pour les visualiser en cachette. Lors du retour de ce dîner, une discussion animée éclate au sein du couple. Liam ne dissimule pas son inimitié à l'égard de Jonas. Arrivés à la maison, Fiona et Liam projettent l'enregistrement de la puce de leur petite fille âgée d'un peu plus d'1 an afin de prendre connaissance de ce qui s'est passé pour elle durant leur absence et de s'assurer que la babysitter n'est pas pédophile. Une blague qui est faite à ce sujet dans l'épisode. Puis les discussions reprennent plus belle au sein du couple. Comment Fiona a-t-elle connu Jonas ? Pourquoi réagit-elle de façon excessive à ces blagues idiotes ? L'engueulade se déroule vidéo à l'appui, chacun cherchant dans la puce les images pour appuyer ses dires, les paroles pour contredire l'autre, et les différents protagonistes défendant. Mais j'ai dit ceci par politesse, je faisais semblant,
tu interprètes, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, etc. Fiona finit malgré tout par avouer qu'elle a eu par le passé une aventure avec Jonas. Le couple finit par se réconcilier sur l'oreiller. Mais, là c'est assez sordide, mais chacun de son côté, en projetant sur leurs cornets respectives une ancienne relation sexuelle, donc une vidéo d'une ancienne relation sexuelle. Probablement celle qui a procuré le plus de satisfaction à chacun d'eux. Et il me semble que c'est une vidéo différente pour chacun. Voilà une expérience commune. Leurs jouissances ne se rencontrent pas. Mais Liam ne trouve pas le sommeil. Il descend au salon et projette à nouveau des vidéos. Met en route le lecteur labial qui permet de décrypter les conversations à distance. Le doute est toujours présent. Il semble rechercher dans les moindres détails ce qui peut venir alimenter sa jalousie. Après une nuit blanche passée devant l'écran, il prend sa voiture, saoul, et se rend chez Jonas. Il le menace et lui demande d'effacer l'ensemble des vidéos qu'il possède de Fiona. Sur l'écran de télévision, il voit défiler les vidéos de Jonas impliquant sa femme. C'est des coups de théâtre. Une image de sa femme dans leur propre chambre à coucher apparaît. La vidéo est vieille de 18 mois. Il rentre chez lui et interroge Fiona. Est-il le père de l'enfant ? Il exige de voir la vidéo du rapport sexuel qu'elle a eu avec Jonas pour s'assurer de l'usage d'un préservatif. À la scène suivante, Liam déambule seul dans la maison, à moitié vidé de ses meubles. Il visionne pour une dernière fois les scènes de sa vie d'avant, puis retire l'implant à l'aide d'une lame de rasoir. Renoncement nécessaire à l'oubli, mais pas seulement. Donc, cet épisode révèle plusieurs choses. D'une part, la distance entre la mémoire numérique et la mémoire biologique, pour reprendre une terminologie énoncée dans l'épisode, les effets de l'activité fantasmatique dans la formation des souvenirs et également l'importance de l'objet regard. Alors, qu'est-ce que la mémoire biologique ? Ou peut-être devrait-on dire la mémoire psychique ? Le fait que la mémoire humaine ne soit pas fidèle à la réalité des faits est aujourd'hui largement démontré. La polémique des années 90 sur les faux souvenirs induits et les travaux d'Elisabeth Loftus confirment ce que bien des psychologues ou psychanalystes avaient observé il y a déjà plus d'un siècle. En tant que psy, nous ne travaillons pas à partir de la réalité. Freud nous rappelle en effet que toute névrose a pour fin d'expulser le sujet hors de la vie réelle, de le rendre étranger à la réalité. Dans son article sur le souvenir écran, il démontre combien les événements présents peuvent réveiller, modifier et remanier les anciens souvenirs, faisant d'ailleurs écran à ce qui se joue dans le présent pour le sujet. Donc là, c'est assez intéressant, quand il nous explique d'ailleurs que pour repérer ça, il faut interroger le sujet sur la période à laquelle ces souvenirs sont revenus à la mémoire, pour comprendre un peu ce qui se passe pour le patient à ce moment-là. Alors, la question que nous pouvons toutefois nous poser, c'est comment la mémoire numérique et la revisualisation des images vont-elles modifier la mémoire psychique ? Peut-elle vraiment introduire une forme d'objectivité dans la formation des souvenirs ? Alors, de quelle réalité parlons-nous ? Avec l'implant, la vidéo pourrait être tenue pour la réalité. C'est d'ailleurs une croyance communément admise depuis le XVIIe siècle, donc qui a vu naître tous les instruments optiques pour observer notre environnement, notamment le cosmos. Donc l'idée que ce que nous voyons, c'est la réalité. Mais pour saisir un petit peu ce qui est en jeu aussi dans cet épisode, il nous faut à minima distinguer. Alors, bon, là j'ai un petit peu spéculé. La stimulation engendrée par la vidéo. Donc là, on peut hasarder des couleurs changeantes avec du bruit. Sachant que déjà la perception des couleurs est éminemment subjective, parce qu'il n'y a aucune fréquence, aucune longueur d'onde qui sont raccrochées aux couleurs. Donc c'est déjà très subjectif. La perception, donc on peut distinguer ça, cette stimulation, on peut distinguer la perception
qu'il est difficile de considérer comme une pure sensation vis-à-vis de laquelle le sujet serait passif. Si ce n'est à lui conférer une base biologique, certains peuvent le faire, et on peut d'ailleurs retrouver cette idée-là dans la notion d'engramme. Il faut aussi distinguer la représentation, donc qui se forme à partir de la perception, la remémoration de la représentation, donc le souvenir, et la visualisation des enregistrements grâce à l'implant. Bon, ça fait déjà tout un tas d'étages. À partir de cette description, quelle distinction entre la perception d'une image et sa remémoration? Voilà une question déjà posée en amont par Condillac dans son traité des sensations, enfin entre autres, mais également par Freud, qui s'interroge sur la distinction au niveau psychique. Et la réponse de Freud à cet égard, elle est sans équivoque. Aucune. Le nouveau-né, notamment, ne fait pas la différence. En effet, à l'issue de la première satisfaction, une représentation se forme dans le moi, et par la suite, si le sujet souhaite retrouver cette satisfaction, il convoque à nouveau la représentation en réinvestissant les traces mnésiques, et donc nous hallucinons les objets susceptibles de répondre à nos besoins. Donc le sujet ne fait pas la différence entre hallucination ou remémoration, pourrions-nous dire, et perception. Donc là je cite Freud, il nous dit « L'opposition entre subjectif et objectif n'existe pas dès le début. Elle s'établit seulement par le fait que la pensée possède la capacité de rendre à nouveau présent ce qui a été une fois perçu, par reproduction dans la représentation, sans que l'objet ait besoin d'être encore présent au dehors. La fin première et immédiate de l'épreuve de réalité n'est pas de trouver dans la perception réelle un objet correspondant au représenté, mais de le retrouver, de se convaincre qu'il est encore présent. L'épreuve de réalité correspond donc pour Freud au fait de retrouver dans la réalité la représentation formée. La substitution du principe de réalité par le principe de plaisir n'est donc une façon de s'assurer que le principe de plaisir puisse perdurer. L'hallucination va laisser la place aux jeux d'enfants, puis aux rêveries diurnes et nocturnes. Ainsi, les fantasmes ne s'étayent pas sur des objets réels. Voilà ce qu'est la réalité pour Freud. La réalité de pensée, nous dit-il, équivaut à la réalité extérieure. Donc la réalité pour Freud, c'est d'abord une réalité endopsychique. C'est d'abord une réalité virtuelle. Il ne faudrait toutefois pas céder à l'idéalisme, en supposant que le monde ne peut livrer rien d'autre que nos représentations. La phénoménologie sort un peu de cette impasse, car si nous avons tendance à supposer que nos représentations nous appartiennent, les phénoménologues, eux, nous rappellent que nous voyons toujours au dehors. C'est ainsi que les troubles de la perception, tels les hallucinations hystériques par exemple, peuvent disparaître par le simple biais de la suggestion. La réalité, au sens courant du terme, est donc en premier lieu une réalité symbolique, marquée du lien à l'autre. Cela nous permet de partager, au moins en partie, une certaine réalité. Donc, je fais ce petit rappel pour bien comprendre qu'on est très éloigné d'une réalité objective. Pour Freud, l'homme ne vient pas au monde avec une réalité objective, universelle, qui serait là et qui préexiste à sa naissance. C'est pas du tout ça. Les objets ne préexistent pas, enfin en tous les cas, pour Freud c'est comme ça, les objets ne préexistent pas à l'enfant. D'ailleurs, Mélanie Klein, on le sait, prendra le contre-pied de ce point de vue-là, puisque pour elle, les objets sont déjà là, à la naissance. Bon, donc ce petit rappel théorico-clinique nous permet de comprendre les usages que chacun des protagonistes va faire de l'implant dans diverses situations. Donc j'évoque maintenant ces différentes situations. Donc Yann, par exemple, va rechercher dans les enregistrements la confirmation d'idées premières, telles que « mes patrons veulent me licencier » ou « ma femme me trompe ». Il espère pouvoir en apporter la preuve, bien évidemment, il ne faut pas oublier que Yann est avocat, par le recours aux images. L'image est convoquée en témoin à charge. Mais ça ne tient pas, parce que l'image expulse ce qui pourrait témoigner du désir de l'autre. Alors Yann, dans la méconnaissance de sa propre jouissance et sur le versant de la rumination, il effectue
des rewind, repeat, et repasse sans cesse les passages qu'il estime cruciaux de la soirée pour repérer les signes. Mais le signe, c'est ce qui signifie quelque chose pour quelqu'un et pas pour tous. Et c'est précisément sur ce point que le conflit s'inscrit au sein du couple. Liam suppose une signification aux images et Fiona se défend. Ce que tu vois, ce n'est pas ma vérité. Voilà, c'est ce qu'elle dit en substance. Alors naturellement, c'est un jeu de dupes, hein, parce que Fiona, elle, eh bien, de la même façon, elle a recours aux images pour dire, ben voilà, tu vois, tu m'as dit ça, tu as fait ceci. Bon. Donc la perception n'est pas hors langage, hein, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Le sujet ne peut pas être passif dans la perception. Elle est pour ainsi dire prise dans les raies du langage. Ce qu'engendre l'interprétation des images réalisées par l'implant, ce n'est donc pas l'absence de sens, mais plutôt son excès. Chacun y va de sa propre traduction. On pourrait dire que c'est une perte de sens par excès de sens. Alors cet aspect évoque la thèse de l'indétermination de King, qui est un philosophe américain, qui soutient et qui a publié un ouvrage qui s'appelle Le mot et la chose. S'il y a des Foucaliens, ça devrait leur parler. Donc il soutient, ce philosophe, qu'il ne peut y avoir de signification commune à différents langages. Ainsi, un traducteur en situation radicale, sans rien connaître de la langue traduite au préalable, peut réaliser une traduction contradictoire ou compatible. Rien ne nous permet de dire si le traducteur a tort ou raison. Donc, en gros, il n'y a aucune vérité attachée au langage, comme il n'y a aucune vérité attachée à la perception des images. La seule vérité qui peut prévaloir, c'est celle du sujet. Alors, un autre usage possible de l'implant, c'est la trouvaille d'un gain de jouissance, bien évidemment. Aussi bien lorsque Fiona et Liam visualisent chacun de leur côté une vidéo lors de leurs rapports intimes, mais également lorsque Jonas regarde à des fins masturbatoires les rapports qu'il a eus avec une ancienne conquête. La vidéo est alors sollicitée un peu à la manière du fantasme, dans son versant imagé. Ce dernier doit d'ailleurs certainement orienter le choix des vidéos, celle-ci plutôt qu'une autre. L'autre aspect que révèlent ces scènes, je trouve ça assez intéressant en termes d'illustration, c'est que le rapport sexuel n'existe pas, effectivement, et puis même sans tout cet attirail, d'ailleurs, le rapport sexuel n'existerait toujours pas. Alors l'implant peut également être sollicité en tant qu'écran à la réalité. En effet, lorsque l'image est projetée sur la cornée, le sujet devient aveugle à la réalité qui l'entoure. Alors ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est un peu à la façon des hallucinations hystériques. La particularité des hallucinations hystériques, c'est que le patient fait complètement fi de la réalité qui l'entoure, contrairement aux hallucinations psychotiques où justement l'hallucination vient s'inscrire dans le champ de la réalité qui l'entoure. Alors, l'implant en tant qu'écran à la réalité, c'est aussi l'usage que Liam en fait à la fin de l'épisode, lorsqu'il regarde des extraits de sa vie passée auprès de sa femme et sa fille. C'est une façon de voiler la castration. En effet, le manque n'a pas de correspondant visuel, il n'y a pas d'image du manque. Liam peut ainsi supporter la difficulté à laquelle il est confronté. Et c'est d'ailleurs un usage déjà très courant, on va dire, de l'image chez nos contemporains. On retrouve ça chez les patients de façon récurrente. L'implant peut également être volé. Donc, effectivement, une amie de Liam s'est fait arracher sa puce non cryptée pour satisfaire un commanditaire chinois. Nouvelle déclinaison de la perversion 2.0. Le mécanisme est toujours le même. Le pervers ne se satisfait qu'à la condition de se dévoiler comme regard caché pour accentuer la division de la victime. C'est un peu comme s'il s'agissait d'une perversion rétro-temporelle, parce qu'il peut regarder la vie passée de la personne. C'est assez surprenant, cette créativité-là. Alors, après la question, c'est est-ce qu'il s'agit d'une perversion voyeuriste ou d'un vol d'implants féminins à des fins de travestissement, puisque toutes les vidéos sont effectuées à la première personne, la question reste en suspens.
Enfin, l'implant pourrait-il également constituer un écran au souvenir? Il ne serait plus nécessaire de se souvenir. Un rewind replay, éventuellement suivi d'un repeat, suffit. Une nouvelle façon de convoquer les événements passés. Toutefois, l'enregistrement vient souvent en plus du souvenir sans possibilité de le remplacer. Supposons qu'un sujet soit visualisé à un enregistrement particulier. C'est bien dans la perspective déjà de se remémorer une représentation qui est déjà là. Alors naturellement, il y a fort à parier que la vidéo numérique ne concorde pas avec le souvenir psychique. Le souvenir subira certainement des modifications qui, malgré tout, ne le rendront toujours pas fidèle à l'enregistrement. Ça, c'est ce qu'ont montré Loftus et d'autres. Il y aura donc toujours un écart entre l'enregistrement et le souvenir. Supposons à présent que le sujet passe une soirée très arrosée, il se réveille le matin et il réalise qu'il lui manque une partie de celle-ci. Mais là, heureusement, l'implant à mémoire exhaustive est là et permet d'y remédier. Donc le sujet va pouvoir regarder les passages manquants de sa soirée. Et peut-être que des manifestations de l'ordre de la pulsion, sagement refoulées, apparaîtront à ses yeux ébahis. Et il se demandera alors, mais j'ai vraiment fait ça? C'est la division subjective dévoilée. Peut-être même que la visualisation des images sera l'occasion de révélations. On peut l'anticiper, enfin le supposer. Soit le sujet en forme un souvenir construit à partir du perçu, bien sûr, soit il efface la vidéo pour ensuite peut-être oublier. Alors c'est l'oubli ultramoderne, avec une particularité, c'est-à-dire que dans l'historique numérique, il restera toujours une trace de cet oubli forcé, un trou, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un trou dans l'historique numérique. Alors bon, même si on peut parfois aussi retrouver ça chez les patients, parfois il leur manque des pans entiers comme ça de leur histoire, mais là, ça va être tout à fait explicite. Et bon, alors qu'est-ce que les patients pourraient ensuite projeter par rapport à ce trou-là? Bon. Oui, alors ça c'est l'oubli ultramoderne, alors que le refoulement, lui, est une opération blanche. C'est l'oubli de l'oubli. Alors, est-ce que ce sera la fin de cet oubli particulier? Alors, ça, on ne peut quand même pas l'affirmer non plus, je ne pense pas, parce que si l'implant filme les images et enregistre les sons, les pensées lui échapperont toujours. Et même si la visualisation d'images oubliées ou découvertes amène des aménagements, naturellement, pour nous, en tant que psy, il s'agira toujours d'être attentif aux pensées incidentes. Tout ce qui passe par la tête du patient quand il regarde ces images-là, quand il fait ces constats-là, puisque c'est là que réside le sujet. Voilà, disons un peu pour l'usage domestique de l'implant, bien sûr, au service de la jouissance. Alors reste la fonction sociétale, et le discours tenu à l'égard de l'implant. Ce sont eux qui détermineront plus précisément les effets psychiques qui en découleront. Lorsque Liam se rend à l'aéroport, les agents de la sécurité lui demandent de faire défiler les images. Donc là, je vous ai projeté quelques extraits. Alors, avec 24 heures, les dernières 24 heures en vitesse 4, puis les images du reste de la semaine en vitesse 64. Pendant que les images filent sur l'écran, le logiciel effectue des reconnaissances faciales de toutes les personnes que Liam a rencontrées. Chaque sujet peut ainsi se mettre au service du renseignement intérieur. Le regard, cerné par Lacan, est toujours un objet invisible, difficile à saisir car il ne répond à aucune matérialité, à aucune réalité empirique. Il n'est donc pas du côté du sujet, il est en dehors, toujours du côté de l'autre. Dès que le regard se présente pour le sujet, alors l'angoisse surgit. Lorsque les amis de Liam lui proposent de projeter son entretien pour qu'il puisse évaluer son évaluation, il réalise que le sujet voyant est aussi un objet pour le regard de l'autre. Liam
est alors confronté à la possible malignité de ce regard et sent l'angoisse sourdre. Alors, nous pouvons également nous demander quelle valeur pourraient prendre les vidéos de l'implant pour la justice. La neutralité de l'implant serait-elle portée comme gage de la vérité? Nous voyons déjà sur les cours de tennis l'avis des arbitres supplanté par le recours à la vidéo grâce au système Woke Eye, qui signifie œil de lynx. Et là, le recours au numérique est reconnu comme impartial. L'homme se trompe, pas la machine. L'homme est castré, pas la machine. Bon, tant que le recours de la vidéo porte sur un jugement technique, même si tous les sportifs ne sont peut-être pas de cet avis, bon, soit, pourquoi pas. Mais qu'en sera-t-il si la vidéo sanctionne les intentions, si la trace numérique devient équivalente au signe? Le cabinet d'avocats de Liane souhaite ouvrir un nouveau secteur, les litiges concernant les carences rétrospectives d'éducation, où un enfant devenu adulte pourra poursuivre ses parents pour manque d'attention, manque d'éducation. Les vidéos, triées sur le volet, pourront facilement, à l'aide d'habiles avocats, venir étayer les propos du plaignant. Ça, on peut le supposer. Il a choisi les vidéos. Rien de tel pour accroître le malaise dans la civilisation, car tout savoir qui prétend être neutre ne peut que renforcer la division du sujet. Et le savoir, même et surtout peut-être tiré des images, ne peut pas être neutre. L'implant propose donc une rencontre où le regard extérieur est médiatisé par l'œil comme caméra. C'est un peu comme s'il pouvait y avoir une conjonction de l'œil et du regard. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, bien évidemment, puisque l'œil capte des informations qui vont s'inscrire sur un plan somato-psychique, mnésique, alors que l'œil caméra, lui, les enregistre sur la puce de l'implant. Mais il s'agirait de savoir si le regard et la caméra peuvent se rejoindre. Alors, on va faire un petit sondage qui peut être intéressant. D'ailleurs, je ne crois absolument pas, peut-être que ça n'aboutira pas, mais combien de personnes parmi vous ici ont obstrué la caméra de leur ordinateur portable? Alors, donc voilà. Ah, ça a quand même pas trop mal marché, parce que j'ai le sentiment que dans les nouvelles générations, c'est quelque chose qui est en train de perdurer. Par contre, moi, quand je regarde les ordinateurs portables de mes collègues aux réunions, ils ont tous voilà, le petit papier, le petit post-it. Oui, pas toi, je vois. Tu fais exception. Alors, évidemment, ce qui nous inquiète, ce n'est pas la caméra. C'est qu'il puisse y avoir un regard derrière cet œil noir. Cette supposition n'appartient pas à l'ordre de l'image ou à l'objet caméra, bien sûr, mais à l'ordre du langage. On pourrait paraphraser une remarque qui a été faite à Lacan lors d'un de ses séjours en vacances. Tu vois cette caméra, tu la vois, eh bien elle ne te voit pas. Alors en effet, la caméra ne nous voit pas, mais elle nous regarde. C'est bien ce qu'on suppose quand on met le post-it. D'ailleurs, il y a une légende urbaine aussi à ce propos, effectivement. C'est intéressant, il y a des légendes urbaines parce que c'est un peu les nouveaux mythes de nos sociétés qui ont tendance à circuler. Il faut toujours y prêter attention. Et donc, il y a un ami qui m'assure que n'importe quel hacker peut très facilement, comme ça, entrer dans l'intimité des gens en passant par la caméra. Donc là, on voit bien comment le regard aussi peut être persécutant. Alors, oui, il ne faudrait qu'un pas pour que la généralisation de l'implant nous ramène en 1984. La centralisation des images serait un jeu d'enfant. La seule façon d'échapper au regard de l'autre serait alors de fermer les yeux, ou bien de les bander, ou les crever. J'ai pensé aussi à ça. Je me suis dit, si ce système était mis en place, est-ce qu'on ne verrait pas
je sais pas, une espèce d'énucléation, des épidémies d'énucléation, enfin, bon, telle une castration dans le réel. Bon. Drôle de journée pour Liam, qui à l'issue de son entretien d'évaluation se perçoit comme étant bientôt sans emploi et qui dans la foulée se retrouve sans femme et sans enfant. Le fait que la rupture semble se réaliser sur une vidéo est pour le moins dramatique. Comme si l'image, implacable, signifiait « Fiona ne t'aime pas et tu n'es pas le père de l'enfant ». L'œil est capturé par l'image qui fait écran. Liam refuse d'entendre que Fiona l'aime, parce qu'elle n'arrête pas de répéter, et que c'est bien lui qu'elle reconnaît comme le père de l'enfant. La paternité est toujours invisible, elle relève de la foi. Mais qu'adviendrait-il si la vérité relevait de l'œil? À l'issue de son histoire avec Fiona, Liam aurait pu simplement effacer les vidéos, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il aurait pu les supprimer. Alors, se retrouver avec un trou dans l'hystérie, mais dans le... Joli lapsus. Dans l'historique. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il retire l'implant. Alors, peut-être a-t-il saisi combien la capture de son propre regard par l'image a conduit son couple au naufrage. Est-ce que la société fera de même? Ça, nous verrons bien. Voilà, merci.